Dagban 4, urbaniste, chef traditionnel d'Adagbami, éminent membre du comité d'action pour le renouveau car de Maître Yaovi Madi Apollinaire Goïbon. Voilà décliné l'identité de l'invité de Rétro 7 de ce matin. La crise ouverte au quart, dont le dernier congrès s'est terminé en queue de poisson, le recensement électoral dans la zone numéro 1 et la suite du processus électoral en cours, la visite officielle du chef de l'État en France où il a été reçu à l'Élysée mercredi dernier, ainsi que d'autres événements de l'actualité nationale et internationale de cette semaine sont les sujets au menu de l'entretien de ce jour. Bonjour à toutes et à tous. Et soyez les bienvenus à cette émission dont la mise en onde est assurée par l'inusable Haïté Mince. Toutes nos excuses pour le retard accusé. Et comme d'habitude, nous sommes en direct sur Facebook grâce à Amjoy Allah. Pour nous suivre, tapez simplement victoirefm.com et rien de ce qui se passe dans ce studio ne vous échappera. Tobi Dagban, bonjour. C'est un honneur pour moi de vous recevoir comme invité de Retro 7 de ce matin. Moi, c'est un agréable plaisir. Voilà. Eh bien, chef, vous êtes le chef traditionnel d'Atakwame. Comment qualifierez-vous la vie dans votre palais et comment se porte la population de votre ressort territorial? Bon, concernant la vie dans mon ressort territorial, je dis que tout va pour le bien du Togolais lambda. Nous nous débrouillons, nous vivotons, nous survivons malgré la misère, la vie chère et tout ce que vous savez. Nous sommes en pleine saison pluvieuse. Vous savez ce qui nous affecte en termes d'assainissement dans nos milieux et nous faisons également avec. Pour ce qui est de mon palais se porte à merveille. C'est vrai que je suis en train de faire quelques réglages au niveau de mes assesseurs puisque je compte aller à une large décentralisation de l'autorité coutumière pour pouvoir couvrir l'ensemble du quartier. Alors tout à l'heure, vous évoquiez la saison des pluies avec les désagréments que ça cause dans votre quartier. Oui. Alors vous êtes urbaniste. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Bon, mais je suis urbaniste. Ça ne me donne pas d'emblée les moyens pour pouvoir appliquer ce qu'il y a lieu de faire. De façon générale, vous savez que l'urbanisme qui devait devancer l'installation des gens dans la ville est à la traîne. Les gens s'installent d'abord avant qu'on ne pense à leur bien-être, à leur mieux-être. Et ça crée tous les problèmes du monde. Et nous, urbanistes, comme on nous méconnaît, en termes de métier, nous sommes pratiquement méconnus, confondus à d'autres disciplines qui pourtant font partie intégrante de notre métier, mais on les confond à tort. Ce qui l'urbanisme doit intégrer, c'est une discipline, elle est pluridisciplinaire, mais on la relègue à une discipline et elle est un contenant, mais c'est comme si on fait d'elle, donc de cette discipline, un contenu parmi tant d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut l'urbanisme, c'est quoi, en un, deux mots, et quelles sont les utilités pour sa communauté? En fait, l'urbaniste est pour la ville ce que le médecin est pour le malade. Le médecin peut prévenir les difficultés, tout comme l'urbanisme peut déjà prévenir les affectations de la ville et proposer des solutions. L'urbaniste est en amont, courant et en aval. Mais est-ce qu'on nous associe au développement de cette ville? Non. C'est à tort parfois même que les gens trouvent que c'est plutôt l'architecte qui doit leur concevoir une ville. Alors que la ville, c'est tout un ensemble. Il doit avoir une approche systémique. Ce n'est pas systématique. Mais nous avons des approches systématiques. Alors que ça doit être systémique. C'est dans un tout, c'est dans un ensemble. Je parle à l'homme du commun pour ne pas verser dans d'autres théories. Considération trop technique et voilà. Voilà. Alors, dans mes recherches, vous avez été intronisé le 20 avril
2013, c'est bien cela? Oui, bien Alors, sûr. mais vous êtes, comme on le disait, un urbaniste de formation. Pourquoi avez-vous accepté d'être couronné alors que vous auriez pu faire une belle carrière en Chez fait? nous, la chefferie n'est pas un choix. On ne te demande même pas ton avis. Ou bien tu l'acceptes, tu l'accueilles, tu l'intègres et la chefferie t'intègre aussi. Ou bien tu refuses et tu vas partir. Chez nous, c'est comme ça. C'est un trône de guerre. Dès que l'oracle t'identifie comme tel, ce n'est pas une assise qu'on fait pour voter à qui voudra être chef. Non. C'est des signes qui paraissent. Et lorsqu'on poursuit ces signes, on fouille, on fait des consultations. À un moment donné, on trouve que le trône a déjà désigné quelqu'un et attend qu'il vienne exercer. C'est vrai que depuis 2008, la nouvelle est tombée. J'ai résisté, comme tout autre, naturellement, parce que tu es toi-même, tu te débrouilles toi-même. Maintenant qu'on voudrait t'introniser quelque part pour être au service des autres, ça devient pesant. Tu n'as plus une vie commune. Ta vie est réglée par rapport à un certain nombre de totems. Tu ne dois pas faire ça, donc d'interdit. Tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas aller à tel endroit, tu ne vas ainsi de suite. Alors, si vous aviez eu le choix, si vous aviez le Si choix, j'avais eu le choix, si vous aviez le choix, qu'est-ce que vous auriez choisi? si j'avais eu le choix, Oui. je n'allais pas m'y engager. Ouais. C'est pour cela que parfois, lorsqu'il y a des injonctions, d'institutions, je reste souvent garde à vous pour que cela advienne. Et comme ça, ce n'est pas de moi, et celui qui me destituerait en prendrait la charge et je vais redevenir un citoyen lambda parce que j'aime aussi me promener dans la rue. Alors, vous avez bouclé 10 ans de règne le mois passé. Oui. Alors, quel est selon vous le rôle dévolu à un chef traditionnel et qu'avez-vous, vous, personnellement, apporté à votre communauté depuis 10 ans? Au fait, je suis au regret d'annoncer que mes idées premières n'ont pas pu avoir leur résolution. Mes objectifs n'ont pas été atteints. Et pourquoi? C'est compte tenu de la situation socio-économique du pays qui va de mal en pire. Si mes pronostics étaient tombés comme je l'avais prévu, j'aurais pu faire une grande festivité pour marquer les 10 ans. Mais à mes 10 ans, nous sommes dans la vie chère. Nous sommes dans la misère ambiante. Et dire que quelqu'un est en train de jubiler, de fêter, d'appeler les misérables à l'entourer pour commémorer ces 10 ans, j'ai trouvé cela absurde. Symboliquement, j'ai fait ce que nous appelons communément Food for Life. J'ai donné des mains aux plus pauvres pour leur faire nourrir de l'espoir à la vie. C'est-à-dire que j'ai fait préparer à qui voudra venir manger et c'est dehors que nous avons laissé les trucs là. Et c'était symboliquement comment j'ai pu fêter mes festivités. Qu'est-ce que vous direz? Un chef traditionnel, oui, allez-y. Un chef traditionnel pour moi est le représentant de la population de son ressort territorial vis-à-vis du pouvoir central. Et à ce titre, il a une fonction de plaidoyer donc, pour le compte de cette population vis-à-vis du pouvoir face à un certain nombre de difficultés inhérentes à son secteur. Il a également le rôle de tout mettre en œuvre pour une quiétude sociale en vue de la cohésion d'ensemble. Voilà à peu près son travail. Et donc, cela implique un certain nombre de choses. Donc, il doit pouvoir concilier les protagonistes des crises, parce que nous avons des conflits, des crises, il doit pouvoir les concilier en termes de cohésion.
il doit pouvoir les accompagner pendant les moments difficiles en termes d'apport ou en termes de conseils, d'appui technique et parfois financier et matériel. C'est pour cela que le chef traditionnel ne doit pas être démuni. Lorsqu'un chef est démuni, il ne pourra pas jouer le rôle qui est le sien. Donc, un chef doit pouvoir être au-devant des difficultés pour pouvoir aider à leur règlement. À défaut, donc dans son plaidoyer, faire relayer ces difficultés-là au pouvoir central, parce que c'est leur travail de prédilection. Ils sont là pour soutenir la population. On sait que dans le temps, les populations travaillaient pour le chef. Aujourd'hui, qu'est-ce que la communauté fait pour vous aider en tant que chef? Disons que je serais dans le rural, que j'allais avoir un champ, que il y aura des travaux communautaires, donc les gens vont travailler pour moi. Mais je suis dans l'urbain et mon travail, ce que je fais généralement, n'est pas à la portée des populations de mon milieu, et c'est ce qui fait qu'ils auraient bien voulu m'accompagner, mais ils ne peuvent pas le faire. Oui. C'est vrai qu'un jour, si je mets peut-être mon second palais en chantier, je peux demander à ce que les gens viennent passer quelques heures de labeur pour m'accompagner. Alors, vous savez que beaucoup de Togolais critiquent aujourd'hui les chefs traditionnels et qui n'ont plus le respect, l'estime dont ils jouissaient auprès de leurs administrés dans le temps. Alors, comprenez-vous ces personnes et que faire pour redresser aujourd'hui l'image du chef traditionnel? Non, il faut redresser d'abord l'image de la chefferie traditionnelle. C'est parfait, allons-y. Et partant du chef. Oui. La chefferie traditionnelle n'a plus l'impact qu'elle avait dans le temps. Les chefs n'ont plus cette autorité au sein de leur territoire de ressort. Et pourquoi? Le politique les a dépossédés de tout cela, les a même écartés d'ardard de l'action de développement. Lorsque vous prenez un chef aujourd'hui, il n'est pas nanti, il se débrouille comme l'homme du commun. Peut-être qu'il va faire le job même parmi ses administrés quelque part chez un sociétaire. Comment voulez-vous que celui-là qui partage le quotidien avec ce chef le trouve exceptionnel ou le trouve non pas ordinaire? Vous vous frottez les uns contre les autres tous les jours. Il apprécie tes limites. En quoi il va te respecter? Parce que tous les chefs sont des débrouillards. Là où moi je suis, je viens de descendre même d'une échelle au chantier, parmi beaucoup de manœuvres. Quoique chef d'entreprise, ben, je suis obligé de me frotter. Les gens vous voient tout le temps, l'habitude s'installe. Mais c'est une situation voulue par le pouvoir. Et ça datait des colons. Et aujourd'hui, le pouvoir, nos autorités également l'ont pris et l'ont amplifié d'ailleurs. Le colon, lorsqu'il est arrivé, il y avait des chefs assez puissants. Mais ils ont tout fait pour, dans un premier temps, les noyauter, leur créer un conseil. D'abord, Conseil national des chefs du Nord Togo, ensuite du Sud, puis ils ont refondu une façon de mieux les contrôler. Un chef est chef dans sa localité et sur les populations de son territoire. Un chef, lorsque vous les prenez en conseil, vous les noyautez, il ne peut pas avoir l'influence sur d'autres territoires. Donc déjà, il y a une façon de réduire, donc de limiter ces actions. Les chefs peuvent par eux-mêmes nouer des relations de partenariat, des relations amicales et autres, mais lorsque vous les amenez à être dans un conseil avec des règles données, il est dans un moule. Il ne peut plus jouer le rôle librement. Lorsque le chef méconnaît sa fonction, puisqu'on nous a dépouillé
de toutes les autorités possibles. On nous a limité l'accès même à la chose commune. Par exemple, si un chef ne peut pas siéger dans aucune institution de l'administration, à moins de démissionner ou d'être mis en disponibilité. Pourquoi? Or, le chef est par excellence et regardant dans la gestion de son territoire. Mais nous avons mis ensemble nos territoires respectifs pour pouvoir en faire une nation. Lorsque la gestion de ton territoire t'échappe, c'est que tu es comme un aveugle, tu navigues à vue. Lorsque de la gestion de ton territoire, il n'y a pas de ristourne, je ne dis pas qu'on vient nous distribuer de l'argent, mais les ristournes peuvent être en nature, peuvent être matérielles, peuvent être également comme de l'aide à la personne ou à quelque chose pouvant créer une synergie de développement d'ensemble. Ça peut être même des subventions. Mais aujourd'hui, nous ne bénéficions de rien de ces choses. Donc la gestion de notre territoire même nous échappe. Ce que le fruit donc de cette gestion, nous le méconnaissons. Comment le chef va pouvoir être nanti de quelque chose et planifier le quotidien et puis le développement de son territoire. Oui, à vous écouter, et voilà, tout est de la faute du politique, mais les gens accusent le comportement aussi de certains chefs qui par les actes qu'ils posent, voilà, s'exposent aussi au mépris. Oui. Les chefs sont également des hommes. Oui, des êtres humains. C'est vrai que on est chef, naître. Oui. Si tu es chef, c'est que tu nais de par ta naissance même, on peut déjà dire celui-là, c'est un chef. Oui. Mais tu peux ne pas jouir de la chefferie jusqu'à partir. Oui. Ensuite, lorsque tu es de la chefferie, on t'intronise, tu dois observer un certain nombre de temps pour que la chefferie te gagne, oui, avec ses comportements, ses règles, ainsi de suite. Mais si tu n'es pas de la chefferie, tu ne peux jamais exceller dans cette chefferie. Tu seras soit un poltron, un menteur, et disons un coureur de jupons. Tu auras toutes les tares possibles. Oui. Mais sachez que la misère aussi réduit. Donc un chef qui a peur du lendemain, parce qu'il n'y a pas la sérénité financière ou économique, peut verser dans la médiocrité. Et parfois, certains sont chefs parce qu'on le leur a proposé, parce qu'ils ont une éminente personnalité, là où on reconnaît les chefs, et on lui a préparé un dossier du genre. La plupart de nos chefs ne sont pas forcément du milieu. Les halogènes, on les intronise, pourvu qu'ils aient servi quelqu'un qui voudrait les récompenser, ou qu'ils aient une relation forte qui voudrait au moins se faire créer une chefferie au sein de leur famille. Mais lorsque tu ne peux pas être chef d'une localité et que tu deviens chef, il y a tout à apprendre. Vous ne connaissez même pas le fondement de cette localité, mais vous voulez gouverner, ça devient une tare, ça devient une lourdeur, une charge, parce que vous avez tout à fonder. Imaginez un halogène qui est arrivé et qui devient chef. Il doit chercher un père du trône. Normalement, le père du trône doit être de sa lignée familiale et d'une génération comment on appelle, plus élevée. Oui. Il doit rechercher, il va aller chercher son père là où il arrive. On nous dit qu'on est gardien des justes et coutumes. Directement, c'est vide de sens. Gardien, comment tu es là à regarder si il y a une coutume qui t'a disparu, que tu restaures? Non. Nous exerçons les justes et coutumes. Nous tirons les valeurs de nos us et coutumes pour les exhiber, les exercer. Aujourd'hui, moi, je sais tirer des valeurs sanitaires pour
accompagner des gens en termes de santé. J'essaie de tirer des valeurs de nos coutumes pour restaurer les interdits, les tabous, les totems. Dans tous les cas, j'en parle. Si tu es averti de la chose, alors tu vas l'observer. Mais si tu n'es pas averti, tu iras donc dans le tréfonds. Ce n'est pas ma faute, mais j'aurais eu le mérite de le dire. Voilà. Alors, Togui, malgré votre statut de chef traditionnel, vous êtes voilà, un militant, j'allais dire un cadre du comité d'action pour le renouveau, car un parti de l'opposition togolaise. Alors, cela n'est-il pas contradictoire? Un chef traditionnel est censé être au-dessus de la mêlée, n'est-ce pas? Et de quelle mêlée, par exemple? La mêlée politique. Et oui, voilà, la mêlée politique. Non, mais si tu dis tu vas être au-dessus, tu n'as pas de parti pris. Tu joues à une fausse et grave hypocrisie. Et moi, j'étais du quart avant d'être intronisé. Cela ne veut pas dire qu'une fois intronisé, tu vas quitter tes idéaux. Le quart prône des idéaux. Et vous aurez pu comprendre que je ne suis pas violent. Puisque un chef, en tant que tel, ne doit pas être violent, à moins que la violence s'annonce et tu apportes la réponse idoine. Donc, je fais tout pour ne pas dénigrer. Je fais tout pour ne pas heurter. Surtout lorsque vous heurtez, ça gêne et les réponses également vont vous heurter. Oui, votre appartenance politique à l'opposition, avec le franc-parler qu'on vous connaît, est-ce que cela ne vous crée pas des problèmes avec les autorités, par exemple? Les autorités... Est-ce que vous ne devenez pas ainsi aussi un ennemi pour vos administrés qui ne sont pas du même parti politique? Non, je crois que la vérité intéresse. Oui. Les autorités, lorsque j'aborde certains sujets, savent que c'est vrai ce que je dis. Et moi, je n'aborde jamais des sujets sans proposer des solutions. Le problème de Corona est arrivé dans ce pays lorsque j'ai commencé par critiquer, par contester. J'ai apporté, j'ai fait des propositions qui ont marché. Et plus tard, les gens se sont rendus compte que, ah mais attention, ce monsieur, ce qu'il avait commencé par dire, c'était vrai. Donc, je ne parle pas pour attaquer tel ou tel autre. Mais dites-vous qu'un chef traditionnel est par excellence politique. L'essence même de la chefferie, c'est la gestion des hommes et du territoire. C'est ça la politique. Il n'y a pas autre chose. Mais lorsque tu veux être chef, ou tu es chef, et que tu te caches à la politique, tu fuis la politique, tu es coupable. Pourquoi? Parce que tu seras obligé d'aller t'inscrire là où c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, la plupart de nos chefs sont proches de UNIR. Or, c'est UNIR qui gère le quotidien de notre pays. Lorsque je vais m'encoquiner avec UNIR, je n'aurai même pas le courage, lorsqu'il y a des défaillances, de leur relever ça. Nous sommes devenus des amis. Tu auras peur de les offenser en leur disant attention nos amis, ça là ce n'est pas bon. Ça là, il faut faire comme ceci. C'est plutôt mieux de s'inscrire dans un camp adverse. L'adversité, ce n'est pas l'animosité, on n'est pas des ennemis. Si le camp adverse dans lequel vous êtes aujourd'hui arrive au pouvoir, vous allez sortir pour aller dans... Si le cas, puisque je prône un idéal oui. que je ne retrouve pas ailleurs. Oui. Mais si aujourd'hui le cas va au pouvoir, vous allez voir que je vais être beaucoup plus en réserve. Parce qu'il y aura des choses qui ne vont pas être dans l'intérêt de ma localité. Et je serai obligé de le leur dire. C'est tout comme si le car fait mal, je le dis, je dénonce. J'ai toujours dénoncé les prémices de la crise que vous avez vécue l'autre jour. J'ai toujours dénoncé certains choix de mon parti. Lorsqu'ils ne veulent pas parfois aider à aller de l'avant, lorsqu'on crée certaines dynamiques en vue de la cohésion, de l'apaisement social et que mon parti refuse, mais j'ai toujours critiqué. C'est que si le CAR va au pouvoir, éventuellement,
Je perds toujours du CAR, mais je ne serai plus actif. Bien. Alors dites-nous maintenant, dans quelles circonstances avez-vous adhéré au CAR et quelles étaient vos motivations? Non, je n'ai pas été membre fondateur du CAR. Moi, j'étais débrouillard. J'avais mon cabinet, mon bureau d'études, j'avais mon entreprise de construction. Et j'étais même consultant dans certaines sociétés. Lorsque, en 2005, mon papa est fondateur, sentant ses membres fondateurs, ses forces le lâcher, m'a fait venir et m'a donné l'injonction. C'est un instituteur. Lui, il ne demande pas. Il t'impose de le remplacer au CAR. J'ai longtemps résisté. Du moins, pendant quelques mois, j'ai résisté jusqu'à ce que finalement, puisqu'on me dit il faut honorer son père et sa mère, ce sont ses dernières volontés. Alors finalement, j'ai dû accepter. Mais j'ai accepté pour lui prouver mon adhésion à sa demande. J'ai eu à travailler le terrain. J'ai eu à recruter même des gens pour parler de mon image à beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas. J'ai eu à parrainer un certain nombre d'associations, de grands groupes, pour pouvoir faire lever ma popularité. Et ça a fait que malgré que je sois nouveau dans le parti, j'ai pu battre certains ténors pendant la primaire qu'on a organisée en 2007 pour pouvoir choisir et confirmer les candidats. C'est ce qui m'a fait lever en 2007 comme candidat aux législatives du CAR. Alors si votre papa ne vous avait pas imposé d'aller au CAR, est-ce que vous seriez parti dans un autre parti politique? Je crois que je n'amourachais pas l'action politique. J'étais beaucoup plus dans les affaires. Et mon option là m'avait créé beaucoup de désagréments. J'ai perdu beaucoup de choses. En termes d'activité, j'étais réduit. Depuis lors, je peux vous dire que des contrats publics, je n'en ai plus reçus. J'ai été longtemps consultant auprès de l'EPAM, mais à partir de 2017, je voyais déjà qu'on me montrait la porte de sortie. Mes activités privées ont pris beaucoup de coups. Ça fait que j'ai été réduit. Et c'est ça également, en marge, l'environnement politique de notre pays. Alors, le fondateur du CAR, Maître Yaovi Madi Agouiba, est décédé depuis le 30 mai 2020. Alors, vous avez mis 3 ans pour vous décider à aller à un congrès afin de lui trouver un successeur. Mais tout le monde sait comment tout cela s'est terminé. Et nous écoutons maintenant Nicolas Agbo, ancien député et l'un des cadres du comité d'action pour le renouveau, nous raconter sa version des faits.
Voilà donc la version de Nicolas Agbo. Alors, quelle est votre version des faits? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ou bien... Disons qu'il a dit l'essentiel. Mais seulement, nous n'allons pas être là en train de relater les faits. Il faut beaucoup plus aller dans l'esprit de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai toujours dénoncé. Il y a eu des camps hégémonistes qui ont commencé par émerger au sein donc, du parti. Aujourd'hui, je ne voudrais plus les fustiger parce qu'en temps, j'étais obligé d'aller à un néologisme en disant que c'est de la watilisation et c'est de la yotolisation. Watilisation, c'est plus général, donc les wati. Oui. Parce que le parti a toujours été géré pendant près de 30 ans par les wati. Wati, wati. Et pour moi, il va falloir passer la main, faire en sorte, de façon élégante, à dire, mettons également les autres ethnies au service et accompagnons-les. Mais tel n'a pas été le cas. Oui, mais est-ce que vous ne faites pas erreur en disant ça? Parce que le parti pourrait être, vous êtes en démocratie, le parti pourrait être désigné, dirigé par les Wati, 40 ans, 50 ans, si la majorité des militants le voulaient, n'est-ce pas? Non. Parfois, vous savez, il y a des règlements politiques. Tout ce que vous écrivez là, si vous voulez les suivre à la lettre, parfois vous irez à l'exclusion. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lorsque nous avons privilégié le consensus au lieu du vote. Parce que si vous voulez suivre les tests à la lettre et que vous allez voter des listes, donc la liste qui est votée exclut les autres. Et si moi j'ai une liste avec des ténors sur ma liste, il y a quelqu'un d'autre, puisque nous sommes restés deux, il y a quelqu'un d'autre qui a également sa liste avec des ténors du parti. Lorsque c'est l'autre liste qui est votée, automatiquement ma liste est exclue avec nous tous qui sommes dedans. Or, c'est ce que les tests ont prévu. Mais faut-il directement aller à ça? Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas contesté ces tests-là? Puisque c'était évident que ce sera comme ça. Vous savez, les tests, c'est disons, c'est le cas échéant. On a dit, c'est à défaut de consensus qu'il faut aller à ça. Mais on peut toujours privilégier des règlements politiques. C'est pour cela que parfois la lecture pure et simple ne permet pas de cerner l'esprit. Donc au tout début, c'est une hégémonie au sein de laquelle se nourrissent également des antagonistes, des antagonismes. C'est pourquoi j'ai fait ressortir également ceux de Yoto en disant yotolisation. Parce que eux, ils disent la manette du car ne va jamais les quitter. Mais au vu et au su de tout ça, on n'a jamais entendu un cadre du car dire... Mais ça se dit, et j'ai commencé par sonner l'alerte, parce que moi, je prévoyais des lendemains pas sûrs. Il tenait à moi seul et à ceux qui partagent mon courant qu'on allait déjà faire comment on appelle, on allait déjà mettre un terme à cette longue transition de 3 ans après le trépas du patron. Mais des voix plus fortes, pas autorisées, mais imposantes, se sont accordées à ça. Et nous étions obligés de les attendre. Le congrès est lancé. Dans la préparation même du congrès, il y a déjà des antagonismes. Il y a déjà des remous. Lorsque vous plantez un citronnier, ne cherchez pas à cueillir des mangues déçus. Donc ce qui était prévisible, c'est ça qui est arrivé l'autre jour. Mais aujourd'hui, nous nous accordons à taire ces dissensions, à prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé, à nous retrouver pour terminer le congrès. Pourquoi le congrès, on l'a suspendu?
parce que le Congrès ne s'est pas prononcé sur la transition proposée. Oui. Lorsqu'on dit nous étions 6 en lice et que 2 se sont retirés, c'était un retrait stratégique. Parce que pour moi, il se disait, ça va être compliqué au point qu'on revienne, on reprenne du service. C'est eux qui étaient à la tête de l'ancien bureau qui a fait totalement asseoir le parti. Mais dès que l'occasion s'est offerte, ils ont cherché à reprendre du service pour créer une transition et forcer le passage de 2 ans. Je l'ai pressenti et je les avais déjà dit qu'à défaut du consensus, on doit aller au vote. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous coller au test? Vous nous avez envoyé rechercher des cautions. Nous avons trouvé les cautions requises. D'autres n'en ont pas trouvé. Normalement, cet exercice devait être fait en amont. Ce n'est pas lorsqu'on aura perdu toute une demi-journée, ensuite qu'il fallait le faire. Les gens n'ont pas déposé candidature. Ils ont annoncé leur candidature. Il faut maintenant voir si les candidatures sont recevables avant de leur demander d'aller au consensus. Vous n'avez pas vérifié la recevabilité. Et nous avons perdu tout un après-midi à dire il faut aller au consensus. C'est le lendemain, lorsqu'on a voulu voir la recevabilité. La recevabilité, c'est que la candidature annoncée doit être soutenue par au moins le tiers des fédérations. Ils auraient pu faire ça la veille, que la situation serait décantée et qu'il y aurait 2 candidats. Parce qu'on a demandé le tiers, c'est que nous ne pourrons pas avoir au-delà de 2 candidats. Ils peuvent être 1000. C'est 2 qui vont pouvoir avoir au moins le tiers. Donc, le lendemain, il suffira de demander à 2 personnes, allez vous concilier pour nous demander, pour nous proposer quelqu'un d'entre vous 2. Ça va être très facile. Plutôt que de demander à 4 personnes dans ce que ça va se faire comment? 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Ça fait déjà 8 conciliations. Maintenant, 2 à... C'est que ça fait... comment on l'appelle? 4 fois 4, ça fait 16 conciliations. Et c'est difficile, ça va prendre même des heures. Vous étiez candidat à la succession. J'étais candidat. Et vous étiez arrivé 2e derrière M. Daté. Je ne suis pas arrivé 2e, puisque moi, dès que j'ai obtenu le quota requis, parce que le quota requis, c'est 15. Dès que j'ai obtenu le quota requis et dépassé même de 3, alors je me suis dit, je suis en sécurité. Parce que c'est ça qui vous donnera la possibilité d'aller à une phase supérieure. La phase supérieure, c'est le vote, mais le vote se passe en plénière. Ce n'est pas les responsables fédéraux là qui votent. Eux, ils donnent la substance à votre candidature. Puis s'il y a voté, vous transportez en plénière pour d'abord avoir le quitus de la plénière. Et une fois que le quitus de la plénière est donné, on vous demande, et le bureau de la commission spéciale disparaît pour faire place à un bureau d'âge qui va mettre au point un nouveau bureau avec des scrutateurs pour pouvoir accompagner le vote. Ce n'est pas... C'est que les tests sont clairs. Alors, pour ne pas perdre du temps, finalement, vous avez jeté le pont. Pourquoi avez-vous décidé, d'abord il faut que vous confirmiez, et pourquoi avez-vous décidé de ne plus être dans la course? Si vous imaginez plus teigneux. Au fait, il faut dire que j'ai agi en visionnaire. J'ai agi avec toute la sagesse requise. Puisque je suis d'ailleurs plus âgé qu'eux, j'ai un peu plus de notoriété qu'eux. Il ne faut pas que je leur tire des choses comme de petits enfants qui se disputent une mangue. J'ai goûté à l'inimitié des gens avec qui je croyais être ami, mais qui m'ont tourné le dos au dernier jour.